Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de world building et vous montrer les outils et les astuces qui m'aident lors de cette étape essentielle de la rédaction d'un roman SFF. Comme le mot l'indique, le world building est ce moment du processus créatif où on décide où est-ce que notre histoire va se passer, où on construit le monde où notre histoire va se passer. C'est ce moment où on crée notre carte, où on décide quel sera notre système magique, donc comment la magie va fonctionner dans notre histoire. C'est le moment où on décide quels seront les systèmes qui vont régir l'endroit où l'histoire va se passer, donc quel sera le système politique, quel sera le système économique. Quand on écrit de la science-fiction et de la fantasy, vous vous en doutez bien, le world building est une étape hyper importante du processus créatif, mais ça peut aussi être un moment assez intimidant, une étape assez intimidante, parce que lorsqu'on doit créer toute une société, ça peut être difficile de savoir par où commencer. Dans cette vidéo, je vous propose donc de m'accompagner pendant que je travaille sur le world building d'une de mes histoires. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du world building de Céleste, la série de romans fantasy que je suis en train d'écrire et dont le premier tome d'ailleurs sort l'année prochaine chez VLB Éditeur. Clin d'œil, clin d'œil. Non, je vais pas vous parler de Céleste parce que disons que le monde de Céleste est quand même pas mal établi. Donc j'ai décidé de vous parler plutôt d'un autre projet d'écriture que j'aime appeler Oiseau de nuit. Oiseau de nuit est un projet de roman urban fantasy one shot, donc en un tome. Je n'ai pas l'intention de rédiger Oiseau de nuit avant longtemps parce que je suis incapable de rédiger en fait deux projets en même temps, mais j'ai quand même envie de travailler sur le world building et de travailler sur la planification de cette histoire. Maintenant, de quoi parle Oiseau de nuit? Voici la petite phrase que j'ai écrite pour résumer l'intrigue. Une apprentie quimbois, thanatopractrice, aide une femme phénix à élucider les circonstances de son décès. S'en suivent toutes sortes de manigances incluant des histoires de voyage dans le temps, des courses-poursuites nocturnes dans les rues d'une ville inspirée des villages du sud de la Martinique et des dangereuses escapades en bateau. Notre apprentie quimbois thanatopractrice s'appelle Léonide et la femme phénix s'appelle Pascal. Maintenant que je connais les grandes lignes de mon histoire et maintenant que je sais quelle est l'ambiance que je veux donner à mon histoire, c'est le moment de passer au world building. C'est toujours à ce moment-là que je passe au world building. Alors comment je m'y prends? Comment je commence mon world building? Première étape, je prends une feuille et un crayon et je décide des grandes orientations culturelles de ma société. Pour cela, je me base sur la théorie des dimensions culturelles de Hofstede, que je suis sûre que je prononce très mal, donc j'écrirai le nom de la théorie en bas de l'écran. J'ai découvert cette théorie il y a plusieurs années et depuis, je l'utilise à chaque fois que je fais du world building. Je la trouve hyper pratique pour construire une société. Cette théorie suggère que les différences culturelles se basent sur 6 grands principes. L'indice de puissance, l'individualisme versus le collectivisme, l'indice d'évitement d'incertitude, la féminité versus la masculinité, l'orientation à court terme, long terme et la contrainte versus l'indulgence. Ainsi, selon cette théorie, une société qui tendrait plus vers la masculinité que la féminité serait une société où les rôles de genre sont très marqués, alors qu'une société qui tendrait plus vers la féminité que la masculinité serait une société où les rôles de genre sont beaucoup moins marqués et moins importants. Bref, je trouve que cette théorie est super utile pour asseoir les bases culturelles de son monde et aussi pour créer en fait une culture cohérente. Si vous avez plusieurs pays et plusieurs cultures dans votre monde, cette théorie peut aussi vous aider à décider comment ces différentes cultures se différencient. À noter que la théorie des dimensions culturelles est à la base une théorie développée en étudiant le comportement de nombreux employés de multinationales. N'empêche, je la trouve quand même bien pratique dans le cadre du world building. Pour Oiseau de nuit, les dimensions culturelles jouent un grand rôle dans l'intrigue et dans la vie des personnages. Je sais donc plus ou moins déjà à quoi doivent ressembler les valeurs de la société où se déroule l'histoire. L'indice de puissance doit être moyen voire élevé. Dans cette société, les traditions sont importantes et certaines inégalités sont jugées acceptables. La hiérarchie est importante et très respectée. Il n'y a pas beaucoup de mouvements entre les différentes classes sociales. La société est aussi définitivement collectiviste, c'est un point important de l'intrigue et une partie des obstacles que Léonide doit affronter est liée à cet aspect culturel-là. L'indice de contrôle de l'incertitude est quant à lui plutôt élevé, les individus qui cherchent à aller contre le statu quo et à changer les choses sont punis. La société tend vers la féminité car les rôles de genre sont peu marqués, en revanche l'accent est mis sur les enfants et le maintien de la vie. La culture est donc hétérocentrée et il est attendu des femmes qu'elles fassent des enfants. En ce qui concerne l'orientation court terme-long terme, cette société est entre les deux. Le respect des traditions est important, ce qui est le propre d'une orientation court terme, mais culturellement on met l'accent sur la persévérance. Les individus œuvrent pour le futur du groupe et de leur descendance. Enfin,
Cette société encourage la retenue et la suppression de la satisfaction personnelle en fonction des différentes règles et normes sociales établies. Dès que je sais à peu près quelles sont les grandes orientations culturelles de mon monde, je vais sur mon ordinateur et j'ouvre Notion. J'ai commencé à me servir de Notion pour planifier mes histoires il y a environ 3 ans et c'est devenu mon meilleur ami. Avant Notion, j'ai utilisé Word, j'ai utilisé Scrivener, j'ai utilisé Evernote. J'ai utilisé toutes sortes de logiciels. Je revenais toujours dans Word parce que c'était finalement ce que je connaissais le mieux et ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Et je n'arrivais jamais à me fixer quelque part. Mais depuis que j'ai découvert Notion, ça a été vraiment une grande révélation. J'ai beaucoup utilisé Notion lors de la replanification de Céleste, après l'écriture de la première version. Bref, ça m'aide beaucoup, j'utilise au quotidien. Je dirais que le seul point négatif avec Notion, c'est que l'application n'est pas disponible hors ligne, donc il faut absolument être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. Jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas posé de problème, mais c'est sûr que c'est un gros bémol. Bref, pour continuer mon world building, j'ouvre Notion. Je crée une page pour le world building de mon histoire et ensuite je crée plusieurs sous-pages sur les différents aspects de mon monde que je veux définir. La géographie et la météo, c'est sur cette page-là que je vais mettre la carte de mon monde. Je dessine une carte à la main, je la scanne et ensuite je mets la photo sur cette page-là. Le système politique, le système économique, le système magique, car il y a un système magique dans Oiseaux de nuit, la religion, la place des femmes et des enfants. Ce sont les 6 aspects de base, donc lorsque je commence un world building, je commence toujours à partir de ces 6 aspects-là et ensuite je rajoute d'autres pages pour d'autres aspects si nécessaire, comme par exemple la faune et la flore ou encore les ressources alimentaires, etc. Pour cette histoire-là, je vais aussi créer une page timeline. Oiseaux de nuit prend place sur 7 jours, donc toute l'intrigue se déroule sur une semaine et il y a du voyage dans le temps dans cette histoire. Donc je dois savoir précisément quand tel ou tel événement arrive dans l'histoire. Maintenant que tout cela est fait, il ne me reste plus qu'à remplir chaque page. Alors Notion, c'est mon premier meilleur ami. Mais mon deuxième meilleur ami, c'est Wikipédia. Pour créer mes systèmes politiques, je m'inspire toujours de systèmes politiques qui existent déjà. C'est juste beaucoup plus simple, je trouve, que de devoir créer quelque chose à partir de rien. Généralement, j'ai une idée de ce à quoi mon système politique va ressembler. Ce que je fais, c'est que je vais sur la page système politique de Wikipédia. Je regarde les différents systèmes politiques qui sont sur cette page, je clique sur les liens, je vais lire les pages et je regarde si je peux trouver un système politique existant qui ressemble un petit peu au système politique que j'aimerais qu'il y ait dans mon histoire. Ensuite, je m'inspire de ce que je lis, je prends ce qui peut servir mon histoire et j'adapte ou j'enlève ce qui ne sert pas à mon histoire. Dans le cas de mon histoire, Oiseaux de nuit, il y a 2 systèmes politiques. Dans ce monde, les humains et les créatures fantastiques vivent ensemble, mais les humains ne savent pas qu'ils côtoient des créatures fantastiques. Celles-ci ont leur propre société parallèle. Les humains ont donc leur propre système politique et les créatures fantastiques ont le leur. Je vais surtout me concentrer sur le système politique des créatures fantastiques car c'est celui qui est le plus important pour mon intrigue. J'ai décidé de m'inspirer du système féodal clanique. Les créatures fantastiques de mon monde sont donc séparées en différentes grandes familles qui forment elles-mêmes des clans. Il y a donc le clan des phénix, le clan des Soukounians, le clan des Morts de l'eau, etc. Chaque clan dirige un petit territoire. Tous les clans sont sous le contrôle d'un roi ou d'un seigneur. J'ai pas encore décidé comment il va s'appeler. Le roi acquiert son pouvoir de façon héréditaire. Quant au clan, chaque clan a sa manière de choisir son chef. Dans certains clans, le système est une sorte de gérontocratie. Ce sont les personnes les plus âgées, les anciens qui votent et élisent le chef du clan. Dans d'autres clans, l'ensemble du clan peut voter. Bref, chaque clan a sa manière de faire. Pour le système économique, je vais être honnête avec vous, c'est probablement le truc que je travaille le moins. Je n'aime pas travailler sur le système économique, mais en fonction du monde que je cherche à construire, j'essaie tout de même de savoir comment il fonctionne dans les grandes lignes. Je me pose donc les questions suivantes. Comment les habitants du monde acquièrent-ils des biens? S'ils utilisent le troc, comment cela fonctionne-t-il exactement? Est-ce que le gouvernement réglemente le troc ou est-ce que les échanges dépendent entièrement des individus? Qu'est-ce qui peut ou ne peut pas s'échanger? Pourquoi? Qui le décide? Quelle est la valeur moyenne d'une maison, d'un sac de riz, d'un litre d'eau? Si ce monde utilise plutôt une monnaie, comment s'appelle cette monnaie et à quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'il y a des pièces? Est-ce qu'il y a des billets? Quel est le prix moyen d'un litre d'eau dans cette monnaie? Quel est le prix moyen d'une miche de pain ou d'un sac de riz? Évaluer le prix des articles de base me donne une meilleure idée du découpage des classes sociales. Par exemple, si le pain est vu comme un aliment de base au prix abordable dans mon monde et qu'une miche coûte 5 pièces d'or, un personnage qui ne gagne que 3 pièces d'or par mois et ne peut donc pas se payer une miche de pain pourrait être considéré pauvre. Si mon monde contient plusieurs pays, je me pose aussi des questions sur les importations et les exportations entre ces pays.
Est-ce qu'il y en a? Sont-elles régulées? Si oui, par qui? Est-ce que chaque pays a une monnaie différente? Si oui, comment fonctionnent les conversions? Ensuite, le système magique, c'est la partie la plus fun pour moi. Je réfléchis à l'origine de ma magie et aux limites de ma magie. Ensuite, la religion, c'est aussi une partie du world building que j'aime beaucoup faire. Pour la religion, sur la page religion, j'ai généralement deux parties. Une partie, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et une partie, qu'est-ce que la religion dit qu'il s'est passé? On peut écrire des romans entiers sur la différence entre les deux. C'est possible, on peut le faire. Enfin, la partie, la place des femmes et la place des enfants. Quelle est la place des femmes dans cette société? Quelle est la place des enfants aussi? À quel âge est-on considéré comme étant un adulte? Qui élève les enfants? Comment sont-ils élevés? Vont-ils à l'école? À quoi ressemble la famille dans cette histoire? Etc, etc. Voilà, nous avons pas mal fait le tour. C'est comme ça que je commence mon world building. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez des conseils à donner sur le world building aussi, n'hésitez pas à les partager. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit, plein de choses que je ne sais pas. Donc ça, c'est juste ma manière de faire, mais il y a des millions de manières différentes de faire du world building. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, ça m'aide beaucoup. Et je retourne à mon world building. On se retrouve très vite. Bye tout le monde!